Voilà. C'est bon, on peut y aller? Bon. Je vais vous donner quelques chiffres que vous connaissez déjà certainement, puisque ce sont des informations qui sont rendues accessibles aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Donc, nul n'est censé les ignorer aujourd'hui. Chaque année, c'est environ 1 million d'oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins dans le monde qui sont blessés ou qui meurent en s'empêtrant dans des déchets plastiques ou en les confondant avec de la nourriture. Vous avez tous vu ces vidéos d'oiseaux qui ont l'estomac rempli de petits morceaux de plastique. Plus récemment, ce sont des baleines qui se sont échouées avec des dizaines de kilos de plastique dans l'estomac. On ne peut plus ignorer toutes ces informations aujourd'hui. Selon l'ONU, c'est 100 millions de tonnes de plastique qui ont déjà terminé dans l'océan. C'est un chiffre qui est énorme. Les impacts donc, sur la faune marine sont clairement visibles. Récemment, il y a eu également, c'était en mai 2019, il y a eu un explorateur américain, Victor Vescoso, qui a plongé dans la fosse des Mariannes, au point le plus profond des océans connus à ce jour, à 10 927 mètres. Et en plus de créatures étranges, qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, la marque omniprésente de l'homme, du plastique. La fosse des Mariannes, c'est au-dessus de chez nous, c'est entre la Papouasie et le Japon, c'est pas très loin. Ça fait un peu peur, mais il y a beaucoup de pays dans le Pacifique et ailleurs dans le monde qui sont très sensibles à ça. On a le Vanuatu qui a déjà interdit le plastique, la Nouvelle-Zélande, quelques provinces des îles Salomon. On le verra juste après dans la présentation d'Élise Tilly. Donc, d'ailleurs, je vais lui donner la parole. Élise va nous faire un état des lieux réglementaires et des initiatives dans la région Pacifique. La région plastique, quel lapsus! Dans la région Pacifique, donc sur le thème des plastiques. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Alors cette première séquence introductive de la matinée, elle a vocation à vous dresser un panorama pas forcément exhaustif de la situation de la règlement plastique dans le Pacifique, mais plutôt de vous donner quelques éléments de compréhension sur le contexte, et puis de voir quelles initiatives se mettent en place pour justement s'adapter à la mise en œuvre de ces réglementations. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête avant de rentrer dans des exemples concrets, c'est que les réglementations plastiques à l'échelle des pays, elles s'inscrivent dans des contextes réglementaires qui sont liés à une réglementation internationale et une réglementation régionale qui régissent un petit peu les règles de gestion des déchets plastiques sur la zone Pacifique. Donc au niveau de la réglementation internationale, on a des textes clés qui viennent encadrer la gestion des déchets plastiques. Donc parmi eux, là encore, c'est pas exhaustif, mais je vous ai mis les textes les plus importants. On va retrouver la Convention de Londres qui a été signée en 1972 et revue en 1996, qui vise à protéger le milieu marin de toutes les sources de pollution marine. On va retrouver la Convention MARPOL pour Marine Pollution, qui est une convention internationale qui a été mise en place pour prévenir la pollution marine par les navires. Et puis on a bien évidemment la Convention de Bâle, qui est une convention qui vise à contrôler les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Donc on a des textes qui ont été ratifiés au niveau international par tout un ensemble de pays et qui du coup se déclinent sur la zone Pacifique. Et puis au niveau régional, on a également des textes clés qui viennent encadrer les différentes réglementations, enfin encadrer en tout cas, qui viennent structurer un petit peu le contexte. On a la Convention de Nouméa qui a été signée en 1986, qui vise à protéger les ressources naturelles de l'environnement et de l'environnement dans la région du Pacifique Sud. Et puis on a la stratégie érigée par le SPREP, et on a eu une intervention hier de Anne-Claire Guaran et de Rose Ali Ben Ali qui sont venus nous présenter justement cette stratégie pacifique et le plan d'action qui en déclinait, notamment pour éviter la pollution des déchets marins et des microplastiques.
Donc à partir de ce contexte régional, pacifique et international, on a eu des initiatives réglementaires à l'échelle des pays sur la zone du Pacifique. Donc on va passer en revue les plus importants. Là encore, ce n'est pas exhaustif, c'est vraiment un titre illustratif. Et on va commencer par la Nouvelle-Calédonie, qui a adopté en janvier 2019 une loi pays qui vise à interdire la mise en marché de certains produits plastiques. Et on va voir lesquels. Donc, au 1er août 2019, en Nouvelle-Calédonie, seront interdites les mises sur le marché des sacs de caisse réutilisables en plastique, sauf ceux qui sont compostables et qui sont composés pour tout ou partie de matières biosourcées, et ceux qui sont recyclables. Donc on en parlera, on développera dans les séquences suivantes. Mais du coup, la mise en application de ce texte, elle commence dès août 2019. Et on va progressivement avoir différents éléments en plastique qui vont être concernés par la mise en application de cette loi. Donc au 1er septembre 2019, ça va être l'interdiction de mise à disposition de vaisselle plastique. Donc on va retrouver les gobelets, les verres, les tasses, les assiettes, les couverts, les pailles et les touillettes en plastique à usage unique. Et puis ensuite, en mai 2020, interviendra un premier volet d'interdiction de barquettes en matière plastique. Donc là, ça concernera, je reprends, pour être bien précise, les barquettes en matière plastique qui sont destinées à la commercialisation de produits en vrac ou de produits préemballés pour de la vente immédiate, sauf celles qui sont composées tout ou partiellement de matières biosourcées. Et puis un second volet qui interviendra en mai 2022 pour l'interdiction de mise à disposition de barquettes en plastique destinées à l'emballage de denrées alimentaires. Donc une mise en application progressive qui va démarrer très prochainement. Sur Wallis et Futuna, on a également une réglementation en vigueur sur les plastiques, donc l'interdiction des sacs en plastique à usage unique depuis le 1er juillet 2017 et parallèlement la mise en place d'une écotaxe pour la consommation de bouteilles en plastique notamment, même si le périmètre de l'écotaxe couvre d'autres flux, mais là on se focalise sur le plastique. Et donc il y a un système d'éco-participation à hauteur de 10 francs qui a été mis en place sur les bouteilles en plastique pour inciter les gens à ramener leurs déchets au CET. Et donc parallèlement, on a des initiatives qui se sont mises en place. Donc là, on a des photos de paniers tressés qui nous ont été fournis. En fait, c'est une initiative d'association environnementale qui produit des sacs en plastique tressés et qui les commercialise, donc en partenariat avec un réseau de commerçants. Au Vanuatu, on a une interdiction depuis janvier 2018 des sacs de caisse en plastique, des boîtes en polystyrène de plats à emporter et des pailles en plastique à usage unique. Et cette année, le gouvernement a également choisi d'interdire, donc l'application va être effective en décembre 2019, les couches jetables et les gobelets, couverts et touillettes en plastique à usage unique. Alors parallèlement, le gouvernement du Vanuatu a mis en place des mesures qui viennent en fait s'insérer dans ce cadre réglementaire, notamment, l'interdiction de l'importation de sacs plastiques non biodégradables à usage unique à compter du 31 janvier 2018 et l'obligation pour les fabricants locaux de sacs plastiques de n'utiliser que des plastiques biodégradables à partir du 31 janvier 2018. Alors sur Fidji, là on n'est pas dans une loi effective mais plutôt sur un système incitatif puisqu'en fait c'est une taxe sur les sacs plastiques qui a été mise en place, qui vient alimenter un fonds qui est dédié au financement d'actions en faveur d'actions environnementales et
pour en tout cas contrer le changement climatique. Donc ce fonds, il est alimenté par divers produits, dont les produits plastiques. Et ensuite, on a une redistribution de l'enveloppe budgétaire par le gouvernement de Fidji pour financer, entre autres, des actions environnementales. Sur Tonga, donc là, les sacs plastiques sont interdits, les sacs plastiques importés sont interdits depuis 2013. Et puis, en parallèle, le gouvernement met en place des actions de sensibilisation de la population, notamment des actions de ramassage, pour justement développer un programme de sensibilisation autour de la matière plastique. Samoa, donc là, depuis le 1er janvier 2019, les sacs plastiques à usage unique sont également interdits, ainsi que les sacs d'emballage et les pailles. Papouasie, alors là, on est sur un texte un petit peu plus resserré, puisqu'on est sur une interdiction totale depuis 2018 de la fabrication et de l'importation de sacs plastiques à usage unique. Donc on voit que le flux de sacs, en fait, c'est quand même la première cible de tous ces textes réglementaires. Et puis on va terminer ce panorama par les îles Salomon. Donc là, on a une interdiction totale du plastique depuis 2017 dans une des provinces des îles Salomon. Donc les produits plastiques ne peuvent plus être commercialisés. Et puis en parallèle, on a des initiatives qui se mettent en place, notamment au niveau associatif. Et une des initiatives que je voulais vous présenter là, c'est l'initiative PlasticWise Guizhou. Et en fait, les déchets en plastique servent à fabriquer des objets d'art et des objets du quotidien. Donc on a des associations qui fabriquent ces objets et qui les recommercialisent derrière. Et il semblerait que ça remporte un fort succès aux îles Salomon. Donc en récapitulatif, en fait, on voit qu'il y a deux systèmes de réglementation. On a d'une part les réglementations qu'on peut qualifier de restrictives, où là, on va être sur des interdictions de produits plastiques, donc principalement les sacs en plastique à usage unique, donc type sac de caisse. Et viennent dans certains pays également des interdictions sur la vaisselle plastique par exemple. Et puis on a également des réglementations dites incitatives où là on va être plutôt sur des systèmes de taxes par rapport aux produits plastiques qui sont commercialisés, qui viennent alimenter des fonds qui sont ensuite dédiés à la mise en place d'actions pour trouver des alternatives aux produits plastiques. Alors vous remarquerez qu'il y a un manquant dans ce tableau, c'est la Polynésie française, qui a un projet de réglementation dans les radars. Et avant de réglementer, il y a eu toute une démarche d'études et on a choisi de développer un petit peu ce point. Et je vais laisser ma collègue Eyava de l'ADEME Polynésie française vous présenter la démarche qui a été menée en Polynésie. Bonjour à tous. Donc, comme Élise l'a dit, je vais vous présenter l'étude en vue de l'interdiction des sacs plastiques, mais aussi les initiatives locales, les alternatives et également les autres types de déchets plastiques. Donc, comme la journaliste l'a introduit, en effet, donc, les sacs plastiques et les déchets plastiques en général entraînent une forte pollution et ont des impacts considérables sur les espèces marines et terrestres. Donc il y a des impacts directs sur l'environnement, mais également indirects. Comme vous le savez, le plastique est produit à base de pétrole, donc c'est un gaspillage de ressources naturelles, puisque les produits plastiques sont souvent à usage unique. Il y a également un impact du fait du process de fabrication qui nécessite énormément d'énergie, d'eau, etc. Étant donné que les plastiques sont souvent jetés dans la nature, il y a une forte dégradation des paysages, mais aussi une pollution des sols et également de l'air lorsque ces plastiques sont brûlés, incinérés.
Donc en Polynésie française, le constat est un petit peu comme dans les autres îles du Pacifique. Il y a une consommation importante au quotidien dans la vie des Polynésiens du plastique, puisque la distribution est en fait quasi automatique, que ce soit dans les petits commerces ou dans la grande distribution, où voilà, sont mis à disposition les sacs plastiques et divers autres produits. Et hélas, comme donc nos îles voisines, la pratique d'abandon dans la nature est encore importante de nos jours, malgré plusieurs efforts de sensibilisation. Donc dans les îles de Polynésie, on a, comme présenté lors de l'état des lieux de gestion de déchets en Polynésie, il y a un contraste entre les îles du Vent, Tahiti et Moorea, et les autres îles. Comme je disais hier, la gestion est plutôt bien organisée dans les îles du Vent, donc les îles principales, où il y a en fait un tri sélectif qui est effectué. Donc le bac vert dont je vous parlais hier, qui accueille les déchets, donc les cartons, les boîtes métalliques, mais également les plastiques. Donc seulement 2 types de plastiques sont collectés en vue d'être valorisés ensuite. Donc il s'agit du PET, donc les bouteilles en plastique assez fines, et le PEHD, donc il s'agit plutôt des bouteilles de lessive. Pour ce qui est des autres îles, la collecte se fait de manière séparative dans quelques îles, mais dans les îles éloignées, c'est un peu plus compliqué. Cependant, les gisements sont beaucoup plus faibles, donc les enjeux sont un peu moins importants, mais non négligeables. Et pour ce qui est du traitement, il n'y a pas de valorisation locale, comme je le disais hier, et on rencontre des problèmes d'export, que ce soit des îles à Tahiti et également de Tahiti vers les autres pays, notamment les pays asiatiques. Donc, comme Élise l'a annoncé, le pays a réfléchi à mener des réflexions sur une réglementation d'interdiction des sacs plastiques. Donc, c'était une étude menée en cofinancement avec l'ADEME, qui a eu lieu donc en 2018. Donc, ont été étudiés les sacs plastiques à usage unique, mais aussi les sacs échangeables, réutilisables et oxodégradables. Donc, l'objectif de cette étude était d'évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux d'une éventuelle mesure d'interdiction de ces 3 catégories de plastique en Polynésie française. On n'a pas voulu foncer tête baissée en dupliquant les réglementations qui ont été mises en place dans les autres îles. On a préféré faire cette étude pour qu'elle soit le plus adaptée possible à notre contexte. Donc l'étude a eu lieu en plusieurs phases. Donc une première phase où il y a eu des entretiens avec les différents producteurs, fabricants, distributeurs. Ensuite ont été évalués, donc, comme je vous le disais, les impacts sociaux, économiques et environnementaux. Et enfin a été proposée donc, une stratégie de concertation et de communication. Donc voici les données qui ont été collectées lors de l'étude. En Polynésie française, il y a 5 producteurs de plastique. Donc c'est un chiffre assez faible. Il y a beaucoup plus donc, d'importateurs. Donc les gisements qui ont été estimés, donc il y a énormément de sacs de caisses, ce sont les sacs très très fins, dits bretelles. Mais il y a également 200 tonnes de sacs qui auparavant étaient recyclables et échangeables, mais depuis quelques années ne le sont plus. Et ensuite, on n'a pas eu de chiffres pour les sacs oxodégradables. Mais en tout cas, ce que cette étude a montré, c'est que 3800 entreprises en Polynésie française faisaient usage des plastiques. Donc, comme je vous l'ai dit,
C'est un chiffre, c'est une utilisation qui se fait au quotidien par les commerçants et la grande distribution. Donc, l'étude a montré en fait que l'enjeu économique était différent selon le producteur, selon le type de... Voilà, si c'était un producteur, un importateur ou un distributeur. Il est beaucoup plus important pour les producteurs qui ont bien sûr conscience que la loi, qu'une réglementation est nécessaire. D'ailleurs, ils ont commencé à faire des essais pour essayer de produire des alternatives, des produits, des sacs plastiques biodégradables. Mais en tout cas, ce qui a été relevé aussi dans cette étude, c'est que l'absence d'interdiction en fait ralentissait le développement d'alternatives. Parce que justement, les entreprises ne veulent pas se lancer dans la production de sacs biodégradables si à côté il y a encore la vente de sacs plastiques qui seraient vendus beaucoup moins cher. Donc, en tout cas, pour les importateurs, l'enjeu est modéré puisqu'ils ont une facilité d'adaptation, ainsi que pour les distributeurs. Donc, au final, la mise en place de la réglementation est nécessaire, mais les entreprises auront tout de même besoin d'un temps d'adaptation, un délai de transition pour se mettre aux normes. Donc là, c'est le plan d'action qui a été préconisé par le bureau d'études. Donc, dans un premier temps, il était préconisé de se positionner sur le projet retenu, mais également de communiquer ensuite sur la fin de l'étude, ce qui a été fait. Il y a eu plusieurs réunions de concertation avec les entreprises et encore de communiquer. Et enfin, de formaliser le plan d'action afin d'engager l'interdiction et puis de réaliser enfin le suivi. Donc cette étude est en cours, la réglementation va très bientôt sortir, normalement d'ici la fin de l'année. Cette étude aussi a tenu à mettre en avant les alternatives que l'on a en Polynésie française. Donc, je pense comme nos collègues de Wallis et des autres îles, il y a les tressages de paniers qui se font en pandanus. Ensuite, il y a des sacs qui sont réutilisables, qui sont mis à disposition dans les grandes distributions. Ensuite, divers sacs sont mis à disposition de la population et qui visent à remplacer donc les sacs plastiques. Ensuite, il y a de nombreuses initiatives locales. Donc, dans le monde associatif, il y a le collectif Nana Sac Plastique qui est très moteur et qui a été présenté, sensibilisé en fait une soixantaine de commerçants à l'impact qu'a le plastique sur l'environnement et en les faisant adhérer à une charte afin qu'ils ne distribuent plus automatiquement les sacs plastiques. Ensuite, on a le syndicat Fenoama, donc, qui est en charge du traitement des déchets, qui mène de nombreuses actions de sensibilisation, notamment dans les établissements scolaires, et qui est très actif sur les réseaux sociaux. On a également le défi zéro déchet en Polynésie française, qui consistait en fait à sensibiliser et accompagner des familles dans la démarche de réduction des déchets. Donc il y a eu une première édition en 2017 qui a été, c'était en fait un marché avec l'ADIREN. Et cette année, il y aura la deuxième édition en cofinancement avec l'ADEME et Fenoama. Également, les journées internationales sans paille, qui sont en fait un événement national, sont dupliquées en Polynésie française.
et les associations jouent un rôle important. Il y a une collaboration des diverses associations en fait, qui organisent chaque année des événements. Il y a également donc des alternatives privées, donc des entreprises qui se lancent dans la commercialisation d'alternatives. Donc là, vous avez des exemples de bols en coco, la vaisselle qui est produite à base de myconia. Ce sont des tests qui ont été réalisés et des projets en cours en fait. Il y a également l'arrivée du vrac en Polynésie, puisque en 2 ans, deux épiceries ont vu le jour. Le vrac est aussi arrivé dans les grandes surfaces. Enfin, il y a une entreprise qui s'appelle Ecofaré qui met à disposition en vrac des produits d'hygiène dans la grande distribution. Il y a également la brasserie de Tahiti qui commercialise des bouteilles avec un système de consigne, donc des bouteilles de limonade et des bières, ça marche assez bien. Et enfin, une entreprise donc, qui, à travers son processus de fabrication de cuves d'eau de pluie, réintègre des poubelles en plastique usées dans son processus. Donc voilà, c'est un état des lieux de ce qui se fait en Polynésie. Ça n'est pas exhaustif, mais ça représente assez bien les démarches qui sont initiées. Donc pour conclure, donc je dirais que la Polynésie française utilise encore largement le plastique, même s'il y a des démarches qui se font, des alternatives qui se créent de plus en plus. Hélas, on ne valorise pas assez, on ne valorise pas le plastique à l'heure actuelle, mais je pense qu'il est préférable d'interdire donc le plastique et de trouver d'autres alternatives. Merci. Merci Yava. Alors, nous allons maintenant passer à la Nouvelle-Calédonie et nous allons aborder le sujet d'actualité qui concerne donc la loi plastique, donc qui est une loi de pays qui a été adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 28 décembre dernier et donc qui prévoit d'interdire progressivement d'ici 2020 l'utilisation de tous les objets en plastique à usage unique. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, plusieurs acteurs calédoniens vont venir me rejoindre donc sur scène pour nous expliquer sa mise en place, mais aussi pour témoigner des contraintes que cette nouvelle loi impose aux entreprises, même si tout le monde est d'accord sur le fait que cette loi était absolument indispensable. Donc je vais demander à Karine Lambert, donc directrice de l'environnement de la province Sud, de me rejoindre. Pardon Karine, je ne vous avais pas vue. Je vous en prie, asseyez-vous. Flavie Texier, donc représentante de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Gaëtan Varillon, directeur de la société Vega. Je sais qu'il est parmi nous aussi, Gaëtan, voilà. Et puis David Robert, de l'entreprise des Jardins Calédoniens. Donc du coup, là, le contexte des éléments, le recyclage et la valorisation des plastiques, il faut se remettre dans les éléments de contexte et se souvenir et se rappeler qu'aujourd'hui, toutes les études, tous les travaux qui existent nous laissent à penser qu'à partir de 2050, on aura plus en poids de déchets plastiques que de poissons dans les mers. Donc ces éléments de contexte nous rappellent combien il est important de s'interroger et de travailler sur la dimension plastique. Au-delà de ces éléments sur le plastique, les tonnages qu'on peut retrouver, l'impact sur le milieu, il faut aussi avoir bien en tête qu'actuellement, il y a un contexte sociétal et social qui nous interpelle. On voit que les jeunes se mobilisent, ils font des grèves, ils interviennent de façon régulière auprès des pouvoirs publics. Mais également, on voit que les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de solutions, du mieux manger et d'avoir des impacts moindres. Donc, ces éléments de contexte, ce sont des éléments vraiment à avoir en tête pour se dire, du coup, oui, il y a bien une actualité sur la thématique des déchets.
Et lorsqu'on est en secteur insulaire, je dirais que ce contexte, il prend encore plus d'importance, encore plus de poids, puisque la proximité avec le milieu marin, la proximité avec la mer est beaucoup plus immédiate. On n'a pas besoin d'attendre potentiellement que les déchets retournent et traversent les rivières pour être rejetés dans les mers. On les retrouve immédiatement. Et puis quand on sait également la place que peut obtenir le milieu marin, la pêche, la côté vivrier, il est important en Calédonie de se préoccuper et d'avoir une attention particulière sur la gestion des plastiques. Donc aujourd'hui, on a donc une loi de pays qui existe, qui a été mise en place. Donc de ce fait, c'est effectivement une dimension pays et ce n'est pas directement à la province de s'engager et de s'impliquer sur cette dimension. Pour autant, quand on regarde le poids économique, quand on sait la place qu'a le monde entreprise sur le secteur directement ou indirectement sur les plastiques, il est important pour la province de s'intéresser et de travailler sur la dimension plastique. Par ailleurs, la province est en charge, en responsabilité de l'élaboration du schéma de prévention et de gestion des déchets, donc de donner un cadre, de donner les objectifs, de donner les orientations du futur, en tout cas sur la période 2018-2023. Donc on est dans une dynamique où la province a, au titre de ses compétences sur la gestion des déchets, mais aussi sa place en termes de développement économique, nécessité de s'impliquer et de s'intéresser à cette dimension-là. Donc la province, qu'est-ce qu'elle a fait jusque-là? Elle s'est engagée, elle a travaillé notamment à l'élaboration d'une feuille de route qui s'articule autour de 4 axes. Une première, c'est consommer autrement. Une deuxième, c'est comment accompagner l'évolution pour produire autrement. Comment accompagner les changements de comportement. Et enfin, un axe important, c'est comment accompagner les changements et être un acteur d'animation de proximité. Ça, c'est une action qui a été faite. On a écrit cette feuille de route. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, on se pose la question de comment on fait en sorte que cette feuille de route elle soit mise en œuvre, elle soit mise en application. Donc, il y a un travail qui a été fait par la province de façon assez simple en partenariat avec l'ADEME, c'est essayer d'insuffler une dynamique d'émergence de projets par le biais d'appels à projets. On a lancé 2 appels à projets sur le développement d'alternatives du plastique à usage unique. Ça a donné lieu à l'émergence de projets, à des dynamiques, à des initiatives du monde associatif, du monde économique. Ça donne une certaine dynamique, ça apporte une certaine vision du fait que globalement cette mutation, cette évolution qui est attendue, elle est à notre portée et elle peut se faire. On a également apporté une autre contribution au niveau de la province dans le sens où on a essayé de décrypter et d'apporter des éléments de précision sur comment je dois comprendre et quels sont les éléments de la loi de pays. On va sans doute pas assez vite et on a encore des questions qui restent posées par le monde économique, mais du coup, on a fait un travail de précision et de clarification de la loi. Et donc, je profite du coup pour préciser, il y a les plastiques biodégradables, le PLA, il est autorisé dans le secteur des barquettes et uniquement dans le secteur des barquettes et il ne l'est pas autorisé pour les autres. Alors pourquoi on peut être interpellé sur cette question, puisque le PLA, le matériau biosourcé, c'est les matériaux de demain. Pourquoi en Calédonie on s'interdit cela? On s'interdit dans le sens où, en termes d'infrastructure, d'organisation, de modalités de gestion et de traitement des déchets, on n'est pas du tout dans la même configuration qu'au niveau européen et qu'au niveau international. On est dans une configuration où aujourd'hui on a une quantité de déchets qu'on trouve trop importante, mais pour autant pas suffisante pour qu'on puisse avoir des équilibres économiques et des unités de traitement faciles et simples à mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, introduire un nouveau matériau, une nouvelle catégorie de plastique, ça va venir fragmenter, ça va venir diminuer nos quantités de déchets. Et donc ça va rendre encore un peu plus compliqué la valorisation et le recyclage matière des déchets plastiques. Ça ne veut pas dire que pour autant la province y a renoncé. On continue à accompagner le monde économique, on continue à accompagner le monde professionnel. On voit l'émergence de certains projets, comme on a pu voir Ecopavement qui a évoqué, qui interviendra dans le cadre du colloque. Mais on est aussi sur cette vigilance du fait qu'il est important de faire attention aux fausses bonnes idées et de bien être toujours appliqué au contexte néo-calédonien. Puis il y a une chose qu'il faut effectivement savoir, c'est qu'aujourd'hui, le PLA, il est compostable en unités de compostage, on va dire, industrielles. Ces unités n'existent pas. On a le projet et l'ambition qu'il en existe demain. Mais il faut faire attention qu'aujourd'hui, dans l'immédiat, tant que cette unité ne sortira pas,
ces plastiques, comme les autres, partiront au centre d'enfouissement. Donc aujourd'hui, on est sur le fait d'accompagnement, clarification, explication, et puis essayer d'accompagner les idées aussi, que les idées qui se développent au niveau international, ce qui peut apparaître comme l'Eldorado, il ne faut pas forcément en être méfiant, mais il faut bien vérifier l'adéquation avec le contexte local. Troisième mode d'intervention de la province, c'est celui également de l'accompagnement dans le changement des pratiques par une mise en relation des différents interlocuteurs. Donc la province organise des journées ou va organiser des demi-journées techniques pour permettre des échanges, des partages d'expériences, et puis également de mettre en exergue des points qui seront peut-être un petit peu plus sensibles, sur lesquels il viendra travailler pour aller plus loin. Donc la première séquence de travail va être sur la consigne, comment mettons en place la consigne. Un deuxième temps de travail sera celui de l'acceptation des contenants. La troisième séquence qui va se tenir du coup au mois de fin octobre, elle sera sur la valorisation des déchets plastiques, avec l'idée d'apporter une connaissance et une compréhension pour valoriser mes plastiques, je dois les rendre et je dois les mettre à disposition d'un partenaire, d'un industriel, dans certaines conditions, dans certaines modalités pratiques. Et enfin, on fera en novembre une journée, une demi-journée de restitution, où on sera plutôt sur un partage d'expériences et faire connaître et faire savoir les éléments de connaissance et de compréhension. Donc on est sur une dynamique où la province accompagne les acteurs économiques, se mobilise, essaye de donner des éléments de cadre, des éléments de compréhension, et en étant sur aussi une vigilance d'être toujours en adéquation avec le contexte, même si effectivement la province n'est pas l'interlocuteur premier sur ce sujet-là, puisque la loi de pays elle porte au niveau du gouvernement, mais on travaille en très bonne coordination du coup avec les douanes et les services de la direction d'économie. Donc voilà, aujourd'hui, on est face à un mouvement, une attente sociétale et une attente sociale, et des enjeux qui sont à notre portée, qu'on arrivera facilement à mettre en œuvre, je n'en doute pas. Merci Karine Lambert. Alors justement, le point de vue des industries calédoniennes, je vous en prie, vous pouvez applaudir. C'est un enjeu important aujourd'hui pour les entreprises calédoniennes. Flavie Texier, donc vous représentez la FINC. C'est quand même la conscience écologique, elle est partagée par tous. Hein, c'est ce que vous me disiez en préparant ce rendez-vous. Quel est aujourd'hui le ressenti des entreprises justement dans la mise en application de cette loi plastique et l'accompagnement dont vient de parler Karine Lambert? Et est-ce que ça s'inscrit dans un projet un peu plus global des entreprises qui veulent bien faire aujourd'hui, parce qu'on en est là, les entreprises ont vraiment envie de jouer le jeu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les industriels qui sont présents dans la salle aujourd'hui, je m'en félicite, merci beaucoup. Ça montre effectivement qu'ils sont effectivement concernés par ce sujet. Par cette problématique qui est largement partagée par tout le monde aujourd'hui sur la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Pour la Fédération des industries, effectivement, la question se pose du modèle économique et social qu'on souhaite durable et responsable. Cette loi, elle s'inscrit, on souhaiterait, dans l'idéal, qu'elle s'inscrit dans une réflexion plus globale sur ce modèle économique qu'il faut faire évoluer. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin d'un cycle, et du coup, il faut le réinventer. Il faut le réinventer en intégrant, bien évidemment, la question de l'environnement, de l'écologie. Et donc, du coup, comment on fait pour concevoir, pour produire, pour distribuer, pour collecter, valoriser les produits que l'on consommera demain. Ça doit être une réflexion qui doit dépasser le simple cadre des sacs plastiques, même si effectivement aujourd'hui on en parle beaucoup. Il y a des mesures d'urgence, et pour moi la loi plastique relève de cette catégorie de mesures d'urgence. Et puis ce qui serait bien, c'est qu'on passe à des mesures de fond, et qu'on se dise ok, comment on va inciter, comment durablement, et pas un one-shot en fait. Et je salue d'ailleurs l'initiative de l'ADEME avec la province Sud sur
l'appel à projet qui a été lancé sur les alternatives en sac plastique. On espère qu'il y aura d'autres alternatives, enfin, d'autres dispositifs, parce que ça ne peut pas être en one shot. Un modèle, ça se transforme dans la durée. Les comportements, c'est comment orienter l'investissement des entreprises, comment faire évoluer le comportement des citoyens, des consommateurs. Je pense que dans l'éducation des enfants, c'est sans doute... je vois beaucoup de jeunes personnes aujourd'hui dans la salle, et je considère que j'en fais partie, encore. Mais effectivement, du coup, à l'école, on a été sensibilisés sur tout ça, donc, et on le voit aujourd'hui, on est vraiment très, très... au fait et sensible par rapport à ça. Madame Lambert le rappelait, les nouvelles générations disent ok, mais comment on consomme? Donc effectivement, du coup, il y a ces mesures de fond. Il faut se poser pour réorienter ce modèle économique. Donc on a besoin de politiques publiques structurelles, et notamment dans l'industrie, pour évoluer vers ce modèle-là. On ne peut pas continuer d'opposer les uns aux autres. On peut pas. Il y avait une conférence de Gilles Boeuf à la CCI puis à l'université avec la thématique comment réconcilier économie et écologie. C'est vrai qu'on peut plus, enfin, on ne peut plus opposer les uns aux autres. Il n'y a pas des méchants producteurs et des gentils consommateurs ou des gentils citoyens. Les gens qui produisent ici, ils ont leur famille, ils ont leur investissement ici, ils ont leurs enfants qui vont à l'école, leurs enfants consomment les produits. Donc on est vraiment dans un cycle complet. Et il y a une vraie question aujourd'hui sur comment on travaille ensemble. Et comment on travaille ensemble, à nouveau, dans la durée et dans le respect des délais de chacun. On peut pas... Enfin, bon, alors aujourd'hui, du coup, je vais légèrement avancer sur la loi et les difficultés qu'on peut rencontrer. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un adhérent qui m'a appelé en début de semaine et qui m'a dit « Écoute, je suis bloquée parce qu'en fait, sur mes gobelets, mon fournisseur, il est confronté à une demande effectivement mondiale. Et en fait, il n'arrive plus à suivre. Il est en train de changer toutes ses machines. Et là où je devais être livré dans 2 mois, ils viennent me planter. Donc il faut que je trouve une alternative. Là. La loi, elle entre en vigueur au 1er août. Au 1er septembre. 1er septembre. Comment je fais et c'est la panique à bord. Et donc du coup, il y a des cas très pratiques. Alors je ne doute pas qu'on trouvera une... je suis désolée, j'interviens pas tous les jours, donc du coup je m'anime mal le micro. Du coup, effectivement, je doute pas qu'il y aura des discussions qui pourront s'engager avec la province sud pour savoir comment on fait, etc. Mais voilà, l'idée c'est de savoir comment on travaille ensemble pour faire évoluer ce modèle, comment on invite l'existant à muter, à transiter vers ce nouveau modèle. Et il faut les accompagner en les incitant. Il faut que cette transition écologique reste une opportunité et pas une menace et des contraintes. Surtout dans un contexte comme on le connaît aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, où la situation économique est compliquée. Et donc il faut être vigilant, en fait, il faut de la bienveillance de chacun et de tous dans les 2 sens, à ne pas en douter. Et encore, à nouveau, je remercie, parce que la mobilisation, elle est là, elle est présente, la réflexion, c'est des choses sur lesquelles on travaille vraiment au sein des industries. Et donc du coup, il faut qu'on puisse avancer la difficulté qu'on peut rencontrer, et ça, et je terminerai peut-être là-dessus, mais qui est un peu dans tous les domaines, c'est une question de pilotage, de compétences, de répartition des compétences et de méthodes, d'organisation pour travailler les uns avec les autres sur ces thématiques-là. Souvent, le pilotage, parfois, il peut être, comme Madame Lambert le disait, là, c'est la province sud qui a pris, mais c'est au niveau du gouvernement, donc ça incite, du coup, on a des directions du gouvernement qui rentrent en jeu, mais ça n'a pas forcément... après, tout ça, c'est des hommes et des femmes derrière qui doivent faire vivre ces textes. Et ça peut être...
ça peut être un peu compliqué. Alors, on est très confiant parce qu'on voit la volonté de chacun d'avancer sur le sujet, mais parfois les délais, du coup, ils sont un peu courts. Où il faut qu'on puisse trouver vraiment une solution. Je pense que ça ne facilite pas tous les jours de la vie, la gestion des compétences, hein, parce qu'effectivement, l'environnement, c'est une compétence provinciale, et pour autant, c'est au niveau du territoire qu'il faut agir dans chaque territoire. Donc, au-delà de ça, il y a vraiment cette réflexion sur la méthode, sur le pilotage des dossiers, comment on y va, comment on fait, et voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près, je vous ai transmis l'état de la réflexion, en tout cas pour nous à la FINC, où on a vraiment des industries qui sont volontaires. Il faut qu'on puisse trouver les espaces de dialogue, les espaces de concertation et la méthode et l'organisation pour avancer sur toutes ces thématiques-là, et avancer durablement et pas dans des mesures... les mesures d'urgence, oui, comme le disait Elisabeth, hein, c'est très bien, il fallait à la loi, etc. Mais c'est bien si on peut aussi s'inscrire dans un temps long et travailler dès aujourd'hui sur ce temps long. C'est vraiment important pour qu'on puisse avoir les adhésions de tous, des consommateurs et des entreprises, des personnes qui fabriquent, qui distribuent, et derrière la collecte. Un dernier point, et j'ai terminé. Un élément essentiel qu'on oublie trop souvent, c'est la mesure de ce qu'on fait, l'évaluation des politiques publiques. Je vous parlais du coup de mettre en place une politique publique industrielle qui puisse accompagner cette transition vers ce nouveau modèle que nous on souhaite durable et responsable. Il faut qu'on puisse, on a un manque cruel aujourd'hui de données. Mettre en place des indicateurs, des observatoires, un suivi, une cellule qui mesure tout ça pour savoir si on va dans le bon chemin ou pas, et pouvoir ajuster après les mesures, c'est essentiel. Aujourd'hui, on prend des mesures, on ne sait pas toujours de quoi on parle concrètement. Alors, pas forcément sur ce cas-là, hein, mais voilà, j'insiste sur ce point parce que piloter une économie et des politiques sans ces indicateurs, c'est très très compliqué. Et du coup, on est sur du ressenti, du subjectif, et c'est là où on se plante. Parce qu'on a tous du subjectif, mais la réalité, les faits, il faut se baser sur des faits quand on fait de la politique. Voilà, merci beaucoup. Merci Flavie. Alors vous aurez bien sûr l'occasion de poser des questions à toutes les personnes qui témoignent actuellement après donc la fin de leur présentation. Alors, vous, David Robert, vous représentez l'entreprise Les Jardins Calédoniens. Et pour anticiper donc, ce besoin de réduction des emballages plastiques, vous allez proposer aux Calédoniens une toute nouvelle façon d'acheter ces fruits et ces légumes. Merci, bonjour à tous. Pour que les gens comprennent bien, donc le Jardin Calédonien est une exploitation maraîchère basée sur Dumbéa. Donc, nous y produisons des légumes et des fruits en hydroponie et en plein champ. Nos clients actuels, la plupart de nos gros clients sont les distributeurs, les grandes surfaces, petites et moyennes surfaces. Donc pour répondre à leurs besoins, une grande partie de nos fruits et légumes sont emballés dans des emballages à usage unique. Donc de la poche, de la barquette polypropylène, de la barquette polystyrène, pardon. Et donc c'est un fait, on est obligé de répondre à ces critères-là, mais nous avons aussi la possibilité de vendre en direct nos produits donc, aux consommateurs. Et donc nous avons eu l'idée de proposer donc, l'installation d'un distributeur automatique de légumes, où les légumes seraient donc, disposés dans ce distributeur automatique sans emballage. Donc, ce qui permet de répondre en partie à cette problématique de l'utilisation des plastiques à usage unique. Alors certes, c'est une goutte d'eau sur l'ensemble des produits emballés que nous vendons, mais c'est déjà un début de réponse à cette problématique, et c'est ce qui permettra, on l'espère, de faire évoluer les habitudes. Alors c'est une phase test que vous allez entamer, qui va durer à peu près 1 an, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une phase test. C'est un premier distributeur qui sera composé d'une 30aine de casiers. Il sera installé quelque part dans Nouméa. Pour le moment, on ne divulgue pas trop sur l'emplacement.
Donc on verra au bout d'une année d'utilisation ce que ça va donner d'un point de vue retour, volume de vente. Et donc si ça fonctionne pas, pourquoi pas multiplier les distributeurs. Très bien, merci David. Merci. C'est une alternative intéressante pour la distribution des fruits et des légumes. Alors vous, Gaëtan Varillon, vous êtes directeur de la société Vega. Vous êtes quelqu'un de profondément convaincu par ce besoin de réduire, voire d'éliminer ces déchets plastiques. Vous êtes déjà engagé dans plusieurs actions au sein de votre entreprise. Depuis plusieurs années, vous avez déjà entrepris quelques initiatives qui n'ont pas forcément marché à l'époque. Vous allez nous en parler. Et vous avez déjà anticipé depuis la fin de l'année la mise en application de cette loi plastique. De quelle façon ? Alors bonjour à tous, merci de votre invitation. En effet, Vegas, c'est donc un producteur de plastique, ce qui fait que donc on est un producteur local à capitaux locaux. Et donc bien malgré nous, nous sommes fournisseurs d'aliments pour les poissons de l'océan et les oiseaux qui nous entourent. Et donc on essaye d'intervenir par différents biais pour essayer en fait d'agir positivement pour notre environnement. On voit bien que tout le monde est concerné, on a tous envie de faire quelque chose. Et donc les producteurs locaux, comme je pense les producteurs internationaux, sont dans ce courant-là et ont envie de faire quelque chose. On voit que notamment localement, il y a eu un gros travail qui a été fait en termes de concertation. On voit qu'en Polynésie, il y a la même démarche. Qui est de dire il y a des acteurs qui sont en place, on veut tous faire quelque chose, comment on fait pour se mettre autour de la table et trouver des solutions qui sont positives. Alors c'est vrai que Vega a pris quelques initiatives, on va dire de façon seule. Donc on a par exemple sur notre site internet www.vega.nc essayé de décrire la loi plastique en Nouvelle-Calédonie avec les différentes alternatives, avec les différentes contraintes, puisqu'en fait on a une grosse problématique de vulgarisation de la loi pour que les gens le comprennent. On s'aperçoit dans toutes les présentations qui ont été faites, c'est que le plastique aujourd'hui est partout. Il a des applications dans tous les domaines et il est très divers. Donc on a du mal en fait à l'identifier, on a du mal à le séparer, on a du mal à le valoriser. Et donc là encore une fois, je reprends un peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que quand on parle de gouttes d'eau, il n'y a pas de gouttes d'eau en fait. Quand il s'agit de réduire les déchets, il n'y a pas de gouttes d'eau. Toutes les gouttes d'eau comptent, c'est ce qui fait l'océan. Et donc chaque initiative est importante, mais ces initiatives elles doivent être coordonnées pour qu'on arrive à avoir en fait un effet d'entraînement et un impact réel sur l'environnement. Donc à ce titre-là, Vega a également développé une borne de distribution de vrac de produits détergents dans notre magasin qu'on espère en fait pouvoir développer dans d'autres réseaux de distribution en Nouvelle-Calédonie, mais là encore une fois c'est des démarches qui sont longues. Et quand on fait des initiatives qui sont seules, souvent en fait on est confronté à beaucoup de barrières à l'entrée sur les marchés ou à beaucoup de freins de marché, donc il est difficile d'avoir cette dynamique. Et c'est vrai qu'on décrit souvent un peu les pouvoirs publics, mais on est, grâce à la France, grâce à la province sud, grâce à l'ADEME, quand même soutenu dans ce combat, et je pense qu'il faut qu'on en soit conscient, parce que on parlait des îles Salomon, des Vanuatu, où on est également présent au travers de Vega et notre filiale Pacific Supplier. Ce n'est pas les mêmes démarches, donc il faut qu'on soit conscient quand même de la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir un soutien public qui nous aide dans ces démarches, même si parfois c'est un peu lourd, c'est quand même une chance. Et la dernière action en fait, que je voulais évoquer, c'est qu'on avait mis en place en fait, il y a 2 ans, toujours grâce au soutien de la province sud et de l'ADEME, une borne d'apport volontaire de plastique. L'idée étant de dire en fait que la production de plastique localement est très très faible par rapport à la masse de plastique qui se trouve en Calédonie. Alors je parle de la Calédonie, mais Wallis et Futuna, la Polynésie, c'est pareil, c'est que nous sommes des îles. La majorité de notre économie est basée sur de l'import. Et aujourd'hui, la plupart des produits qu'on importe sont tous emballés dans du plastique pour des raisons techniques, économiques et pratiques. Et ce plastique, en fait, il faut pouvoir le traiter. Le fait de rayer de la carte de l'économie une industrie comme une industrie plastique locale, c'est en fait se couper dès le départ de la recycleuse potentielle qu'on a sur le territoire.
Donc le but du jeu était de dire, ramenez-nous en fait des déchets. Parce que déjà dans notre processus de production, on est en mesure de broyer certains de déchets internes et de les réutiliser dans nos productions. Et donc l'idée était de réussir, encore une fois... D'accord. Donc l'idée, c'est toujours la même démarche, en fait, c'est de dire on réduit au maximum le déchet. Une fois qu'on l'a réduit, on essaie de le réutiliser. Et une fois qu'on a fini de le réutiliser, il faut qu'on essaie de le recycler en local, parce qu'on est toujours sur nos problématiques de bilan carbone et de trajet du déchet. Encore une fois, je reprends les contraintes des îles. C'est qu'on a des faibles densités de population, on a des territoires qui sont éparses, donc pour collecter et ramener le déchet, ça coûte extrêmement cher. Et après, c'est coûteux également en déplacement, donc c'est beaucoup de volume pour peu de poids à recycler. Donc il faut qu'on arrive à faire ça au maximum en local. De cette initiative qu'on a menée il y a 2 ans, encore une fois, on est limité puisque c'est une initiative individuelle. Et donc on a essayé cette année de rassembler un peu autour de nous et de repasser la main sur d'autres initiatives qui sont plus adaptées sur le territoire. Et donc là, on a représenté dernièrement un projet à la province sud et à l'ADEME pour essayer de fédérer en fait les recycleurs locaux. Donc on a EMC pour l'aluminium, on a Shredix pour le papier, on a EcoPavement pour le plastique qui je crois interviendra tout à l'heure, et on a Reciver pour le verre. Et l'idée étant de dire en fait, on va essayer aujourd'hui de fédérer les énergies et donc de mutualiser en fait le savoir-faire de Vega qui est en contact avec les consommateurs pour aller vers eux, au plus proche, puisqu'on a des éco-box aujourd'hui qui existent, mais les citoyens calédoniens ont encore du mal à aller vers ces bornes, et donc il faut vraiment qu'on aille vulgariser en fait la démarche et qu'on aille leur expliquer, et surtout leur dire que quand ils font une démarche de tri, quand ils font une démarche vers le recyclage, tout ça ne finit pas dans ce qu'on appelle le trou de Gadji, qui est le centre d'enfouissement, mais qui a réellement des acteurs derrière qui prennent en charge les déchets et qui les traitent réellement. Donc on se met aussi en commun avec des collecteurs de déchets qui sont en place, qui vont permettre en fait de massifier les flux, et on se met également en partenariat avec une association locale qui est très impliquée, qui s'appelle Calédo Clean, pardon Thibaut, qui s'appelle Calédo Clean, et donc qui viendra vraiment faire des actions ponctuelles d'explication de la démarche pour essayer de promouvoir et sensibiliser les consommateurs sur le phénomène du tri et du devenir de leurs déchets. Voilà. Et dans la démarche aussi, là où on insiste, c'est que le déchet a un coût, et il est important en fait que les gens réalisent que l'acte de consommation qu'il fait va générer un déchet, et que ce déchet, après, il va falloir le prendre en charge, et que ça, en fait, à un moment, il faut qu'on soit conscient que c'est pas unique, c'est pas en fait j'ai consommé et après ça disparaît. C'est j'ai consommé et derrière on prend en charge pour que ça soit vertueux et qu'on limite l'impact sur l'environnement. Voilà. Pour conclure, je soutiendrai le message qui a été passé également sur les fausses bonnes idées d'alternatives. Il faut être très vigilant en fait là-dessus, puisque encore une fois, un déchet, qu'il soit biosourcé ou pas biosourcé, reste un déchet. Sur les déchets, tous ceux qui sont impliqués, donc la plupart de cette assistance, le sait, c'est qu'ils sont très divers. Et plus on a, c'est exactement ce que Mme Lambert venait de dire, c'est que plus on va démultiplier les natures de déchets, plus ça va être compliqué à traiter, encore plus sur nos situations d'insularité. Donc c'est vrai que, alors je parle de ce qui me concerne, c'est le plastique. Quand on le voit, c'est à bannir absolument, sauf qu'il ne faut pas oublier que le plastique est une matière qui est fantastique
puisqu'elle est quasiment recyclable à l'infini, et que si on la traite bien, ça participe en fait à une économie circulaire. Parce que la problématique que je veux signaler à travers ça, c'est que le bioplastique, en fait, il va disparaître, et on va se dire, en fait, ça y est, c'est réglé, on ne le voit plus. Sauf que la réalité, c'est pas qu'il a disparu, en fait, c'est qu'on ne le voit plus. Et donc il reste des résidus, c'est pareil en fait sur le papier. À partir du moment où un produit subit une transformation, on vient en fait lui rajouter certains éléments, et ces éléments polluent. Donc il ne faut pas se concentrer sur le fait qu'on voit ou on ne voit pas. Il faut qu'on se concentre sur en fait ce qu'on fait du déchet et comment on le traite. Voilà. Merci Gaëtan. Est-ce que vous avez des questions à poser donc, à nos intervenants? Alors, bonjour à tous. Merci de me donner la parole sur ce projet de loi du pays. D'abord, je voudrais saluer toutes les initiatives réglementaires qui ont été présentées par Élise en propos liminaire. C'est extraordinaire de voir comment les choses bougent dans la région, alors que finalement, nous ne sommes pas les premiers pollueurs de la planète, loin de là. Nous ne sommes pas les premiers producteurs de plastique. Pour autant, nous sommes les premiers impactés. Et je trouve ça satisfaisant et réjouissant de voir que finalement, ce que d'autres devraient faire, eh bien nous, on se bouge à notre niveau dans le Pacifique pour essayer de s'adapter à cette pollution. Deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est apporter quelques éléments techniques sur le projet de loi. D'abord, désolée Catherine, mais les sacs réutilisables sont bien concernés dès le 1er août. Il n'y a pas que ça, mais les sacs réutilisables, donc ceux qui ont une épaisseur supérieure à 50 microns, sont bien concernés par l'interdiction dès le 1er août, et seuls les sacs réutilisables recyclables ou composés pour tout ou partie de matières biosourcées, à savoir 30%, puisqu'un arrêté du gouvernement a été adopté, seront autorisés. Ensuite, les autres dates ont été présentées. Troisième élément technique que je voulais apporter pour les délais d'entrée en vigueur. Donc, je me permets d'intervenir sur ce sujet parce que j'ai été contactée récemment par les journalistes, c'est-à-dire hier, pour me demander pourquoi la date d'entrée en vigueur avait été décalée. Donc la date d'entrée en vigueur de la loi n'a pas été décalée, elle a toujours été prévue pour entrer en vigueur au 1er août. Parce qu'en fait, dans la loi, il est indiqué que les dispositions seront effectives le 1er jour du 7e mois suivant l'adoption de la loi. Mais en fait, c'est suivant le dépôt au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la loi. La loi a été adoptée le 28 décembre, ça a été rappelé, mais pour autant, le texte n'a été publié au journal officiel que mi-janvier, ce qui en fait a porté le délai à partir du 1er août. Donc il n'y a pas eu une volonté du gouvernement ni de la province sud de décaler d'un mois l'entrée en vigueur. C'est bien au 1er août que la loi doit être effective. Je n'ai pas entendu mes nouveaux collègues de la province sud ni ceux du gouvernement parler d'un report de cette loi, mais ceci dit, reste un mois pour qu'ils puissent se prononcer sur le sujet. Troisième élément technique que je voulais apporter, c'est pour que nos collègues du Pacifique aient un éclairage sur le contexte dans lequel cette loi a été adoptée. Flavie l'a rappelé tout à l'heure, il y a un problème de compétences en Nouvelle-Calédonie. Le développement économique et la protection de l'environnement relèvent de compétences de la province, mais pour autant, pour interdire des produits importés ou pour s'immiscer dans le commerce, il faut passer par une loi du pays. Mais quand on passe par une loi du pays pour adopter un texte qui a une finalité environnementale, on ne dispose pas forcément des supports techniques dans les directions du gouvernement pour travailler à la concertation nécessaire pour sensibiliser, pour rendre accessible le texte. C'est pour ça que ça pose un certain nombre de difficultés, parce que le gouvernement n'a pas pu se saisir de la rédaction de ce texte parce qu'il n'avait pas de direction dédiée, la finalité étant environnementale. C'est pour ça que cette loi elle a été rédigée à l'initiative des élus et qu'aujourd'hui, elle trouve plus de matière à être mise en œuvre au niveau des provinces à cause de l'environnement et du développement économique.
Donc effectivement, c'est un petit peu compliqué. Vous l'avez extrêmement bien rappelé. Pour autant, ce n'est pas, et ça c'est mon avis, ce n'est pas parce que les choses sont compliquées qu'il ne faut pas y aller, parce qu'auquel cas on aurait beaucoup de mal à avancer. Ensuite, sur le fond, je partage tout à fait ce qui a été dit par la fin, que vous avez entièrement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un modèle. Nous avons une économie qui est exclusivement tournée vers la mine, en Nouvelle-Calédonie, l'extraction d'une ressource non renouvelable, très impactante sur l'environnement. Et en plus, cette économie, elle est totalement dépendante d'énergies fossiles qui, elles aussi, ont un impact fort sur l'environnement, sur le climat, mais aussi sur notre santé. Donc aujourd'hui, nous arrivons au bout de ce modèle-là, parce que ce modèle-là, il n'est plus efficace d'un point de vue économique, il n'est plus équitable d'un point de vue social, et il n'est plus soutenable pour notre environnement. Les Calédoniens n'adhèrent plus à ce modèle économique. Donc nous devons trouver un nouvel élan, un nouveau projet de développement durable pour le territoire, et je pense sincèrement que nous avons les atouts pour trouver ce nouveau projet. Nous avons un tissu économique qui est extrêmement dynamique et qui a envie aujourd'hui d'aller vers ce changement. Nous avons un tissu associatif, et nous ne les avons pas présentés dans les propos liminaires, mais un tissu associatif en Nouvelle-Calédonie qui est aussi extrêmement dynamique. Nous avons une nouvelle génération qui, elle, est extrêmement sensibilisée et qui, elle, souhaite ce changement. Et nous avons aussi un contexte institutionnel qui peut paraître aujourd'hui être un frein pour l'économie, voire même un problème de confiance pour l'entrepreneuriat. Mais moi, je pense que c'est un atout. C'est un atout parce que là, nous allons avoir 5 ans pour repenser notre modèle de gouvernance. Nous avons l'opportunité de pouvoir rebattre les cartes et justement éviter tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le problème de répartition des compétences et faire en sorte que les choses soient plus efficaces. On a cette chance-là en Nouvelle-Calédonie, c'est de pouvoir rebattre les cartes. Donc moi, je considère que c'est un atout. Et tous ces atouts, pour moi, permettent au pays d'avoir l'ambition d'un véritable développement durable, un pays qui pourra être écologiquement ambitieux, économiquement efficace et socialement équitable. Merci. Merci Nina Julier pour votre intervention, pour ces précisions et pour ce discours très positif et très encourageant. Il y a d'autres questions? 2 personnes là. Oui. Et après la dame qui est derrière. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Richard Cac, je suis référent énergie pour le gouvernement. Et bon, à entendre tout ça, je suis très content que Madame Julier dise qu'on rebat les cartes, parce que moi j'ai envie de les distribuer différemment, pour le gouvernement. Ça résonne. Le micro comme ça, au menton. Comme ça. Voilà. J'ai jamais utilisé le micro, mais... Là, sous le menton. Sous le menton, voilà, comme ça. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses à dire, par exemple, pour monsieur d'abord de Vega. Monsieur, vous savez recycler le plastique. Et nous, on sait le récolter, on va le récolter tout le plastique, là. Vous savez faire des choses avec ça. On n'a pas besoin de le réexporter, et c'est une matière première, en fait, pour vous. Alors, pour Vega en tant que tel, en fait, on prend une partie du plastique. Il y a d'autres initiatives, en fait, il y a d'autres sociétés comme EcoPavement, encore une fois, qui va, je pense, prendre la parole tout à l'heure, qui s'en sert en fait de matière première. Donc c'est un matériau. D'accord. Mais ça, encore une fois, dans le recyclage, je tiens aussi à cette précision, parce qu'en plus je suis pas concerné, donc ça me pose pas de problème. Mais on a quand même souvent tendance, en fait, notamment sur nos petites économies insulaires qui ne supportent qu'un ou 2 acteurs sur un marché, à crier au scandale, en fait, et au fait qu'il y a des gens qui créent un tas d'or, en fait, avec ce qui passe. Il faut savoir que toutes ces matières-là ont un coût, en fait, de retraitement. Donc si le sens de votre question, c'est tiens, ça vous fait une matière première pas cher que vous pouvez racheter et valoriser, je pense que la réponse, alors je réponds pour les autres, parce que moi c'est pas mon cas, mais c'est pas une économie en fait. C'est-à-dire que traiter le déchet, c'est un coût, il faut le trier. Ça vient en fait perturber les process de production.
Donc il y a des contraintes qui sont liées à ça. Mais encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut gommer les initiatives. On y croit, donc on le fait et on s'investit. Mais c'est pas en fait des effets d'aubaine incroyables. Okay. Pour revenir à ce que disait Madame Julier, refondre le modèle économique, social et environnemental, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une remise à zéro. Tous les schémas économiques, tout ça, on sait où ça mène. Ça mène où on est là aujourd'hui. En fait, il faut repartir de l'essence de ce qu'on fait et de ce dont on a besoin. On a besoin d'énergie, on a besoin de contenants, on a besoin de choses comme ça. Par exemple, pour l'eau du Mont d'Or, je reviens à l'eau du Mont d'Or, hein, et on en trouve partout des bouteilles là en plastique. Ils les achètent en plus, hein, ils les payent ces bouteilles en plastique. Nous, on a du verre à recycler, on sait le recycler, on sait faire des bouteilles, parce que les bouteilles de bière, elles sont faites ici, avec du verre nouveau. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas du verre recyclé là, pour boire la bière, hein, d'une part. Et d'autre part, pour les bouteilles du Mont d'Or, on peut faire pareil, c'est-à-dire avoir une unité de production de bouteilles en verre recyclé, alors 50 centilitres, 1 litre, 1,5 litre, et puis on fournit l'eau du Mont d'Or en contenant, pas cher, recyclé. Plus de plastique pour les bouteilles, déjà. J'essaie de voir les choses d'une façon globale, c'est-à-dire énergie, environnement et tout. Aujourd'hui, l'énergie, on a essentiellement le barrage et une multitude de groupes électrogènes. La meilleure énergie, c'est l'énergie hydraulique. Mais pour avoir de l'énergie hydraulique, il faut que l'eau soit en hauteur. Ce que je propose, moi, c'est de désaliniser l'eau de mer, qu'on a en abondance. Ça coûte pas cher, hein. Désalinisateur, ça coûte 1,7 million pour 14 mètres cubes à la journée. On la stocke, on la désalinise, on la pompe jusqu'à la chaîne. J'ai déjà cherché les endroits et je les ai trouvés. Ou on la stocke en hauteur, par petit pompage, ça s'appelle le STEP, le système de transfert d'énergie par pompage. Alors, effectivement, Richard, l'énergie, c'est un sujet qui est très intéressant, mais là, on est vraiment plus axé sur les déchets. Je pense qu'il faut vraiment rester... Oui, c'est une problématique, c'est global. Excusez-moi, parce que du coup, juste réagir. Donc, vous dites effectivement une solution... Je ne sais pas s'il faut qu'on s'éloigne du... Voilà. C'est le Larsen, vous êtes juste derrière le haut-parleur, il rentre dans le... Voilà, si on s'éloigne, excusez-moi, parce que du coup, moi-même, c'est un inconfort extraordinaire. On désaline, on fait une usine de désalinisation. Je veux dire, à un moment donné, on est dans un... Et vous me disiez, il faut revenir aux fondamentaux. Donc du coup, je vais vous prendre à votre propre jeu. Je pense qu'il faut arrêter de penser que techniquement, technologiquement, on arrivera toujours à gagner contre effectivement la nature. Parce que ça, du coup, vous allez engendrer des émissions de gaz à effet de serre. Accentuer, si votre usine de désalinisation, elle va bien falloir la faire fonctionner avec quelque chose. Alors écoutez. Donc du coup, nous allons rentrer dans un... Ah non, mais attendez, juste... Et donc du coup, si on fait la caricature, je pense qu'il faut se dire que la technologie, l'innovation, c'est bien, mais on peut peut-être revenir aussi plus principalement à des fondamentaux qui sont ce qui existait précédemment et se reposer la question de la consigne. Avant de se dire qu'on va aller chercher, créer une usine et donc recréer des émissions de gaz à effet de serre. Non, madame. Non, alors, je pense que peut-être que ces échanges pourront être poursuivis lors des pauses, mais c'est vrai que ce sujet énergie fera sûrement l'objet d'un autre événement. Oui, on va rester vraiment concentré. Sur les déchets. On est sur une journée plastique, donc on va rester concentré sur ce sujet-là. S'il y a d'autres interventions, je sais qu'il y a une dame derrière toi qui voulait poser une question depuis tout à l'heure aussi. Oui, bonjour. S'il vous plaît, vous pouvez rapprocher le micro, au niveau du menton. Merci. Excusez-moi. Oui, au vu du point qu'on a eu sur les différentes réglementations prises ou en cours de mise au point des différents pays du Pacifique, on s'aperçoit que pas mal de pays, finalement, ont interdit le plastique sans proposer, je ne dirais pas de force, mais proposer de façon assez directe dans leur loi une alternative à ce plastique. Or, la loi de pays de Nouvelle-Calédonie propose le biosourcé. Alors, on sait pertinemment que le biosourcé, ce n'est pas la bonne réponse. Que le biosourcé, on le verra tout à l'heure, présente des inconvénients majeurs,
pratiquement autant que le plastique, si ce n'est plus. Donc, je voudrais savoir quel a été le moteur des politiques qui ont introduit cette notion, enfin cette direction du biosourcé dans la loi. Pourquoi est-ce que on a préconisé le biosourcé alors qu'on sait pertinemment au jour d'aujourd'hui qu'il y a des impacts environnementaux et sociétaux forts du biosourcé? Alors c'est difficile, je ne vais pas répondre à la place des exécutifs parce que c'est une décision politique, mais on vous l'a dit tout à l'heure, on est quand même sur le fait qu'il existe une économie locale. On ne peut pas prendre des décisions et des textes de loi qui disent qu'à un moment donné, on interdit des sacs plastiques. On sait qu'il y a des unités de production industrielle sur le territoire. Et de fait, de dire que du coup, il ne se passe plus rien. Donc à un moment donné, il faut quand même, je pense, avoir un équilibre et une approche mesurée. Alors aujourd'hui, certains trouveront qu'elle est néanmoins pas assez mesurée, mais une approche mesurée entre ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Ensuite, la question du biosourcé, c'est effectivement la solution qui semblait la plus accessible, la plus simple à mettre en œuvre, et qui, effectivement, par rapport aux perspectives qu'on peut avoir, sur lesquelles on peut rester positif, c'est dire que demain, on aura quand même des capacités de compostage et de valorisation matière. Alors, il y a toujours un équilibre entre un texte et la réalité économique, et on ne peut pas fermer des entreprises, fermer des activités économiques. C'est une raison purement économique, alors? Non, c'est un équilibre. Vous pouvez pas, on ne peut pas aller. La société ne va pas bouger en essayant effectivement de renverser la table et de dire que du coup on va faire table rase et être du coup dans une approche de décroissance. Il faut rester dans une approche je comprends, de développement local quand même. Oui, oui. Donc c'est une raison économique. Bon, pourquoi pas, hein, le pouvoir politique a un jeu subtil de ménager et l'emploi et le volet économique. Mais alors, je pose la question aux autres pays qui ont dit on interdit et après, le consommateur, il se débrouille comme il peut. Donc voilà, il y a deux façons de voir les choses quelque part. Hein. Oui, alors merci de votre intervention. La question telle que ça a pu être présenté par Élise aussi tout à l'heure, c'est que le niveau de réglementation est très disparate et très différent au niveau international sur les choix qui ont été faits. Quand on lit toutes les études, et nous on y a passé quelques heures parce qu'on était en effet directement concernés, donc on s'est un peu appuyé sur le sujet. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Elles ne sont pas aussi simples que ça puisque le pauvre politique en fait n'y est pour rien. C'est que les applications, les problématiques techniques sont réelles. C'est-à-dire qu'il y a le rêve de dire on interdit, on passe à autre chose. En effet, on renverse la table. Et il y a le fait qu'on apprend en marchant. C'est-à-dire que vous partez d'une solution, d'accord, vous partez d'un état et vous voulez arriver à un autre état. Sauf que cette cassure, il faut que vous emmeniez tout le monde avec vous. Donc, je me réjouis qu'a priori, vous êtes particulièrement en avance et motrice, donc c'est bien. On a besoin de gens comme vous qui vont être des locomotives, d'accord, mais il y a tout un tas de personnes qui aujourd'hui n'ont pas cette conscience-là. Et c'est le rôle du politique, c'est le rôle que prennent les acteurs économiques également, c'est d'être des courroies de transmission de ce changement. Il faut mener un changement, c'est-à-dire qu'on a des habitudes, de ces habitudes, il faut dire aux gens, par exemple, aujourd'hui, je vais vous prendre des exemples qui sont bêtes, c'est que vous avez un sac pour emmener votre poisson à la poissonnerie avec le jus qui dégouline. Qu'est-ce qu'on prend comme sac pour emmener le poisson ? Vous avez des dames charmantes qui ont des chiens qui font des crottes partout dans la rouille. Qu'est-ce qu'on prend comme sac ? Les déjections canines, qu'est-ce qu'on prend comme sac pour enlever ces déjections canines ? Vous avez des solutions très certainement, mais les gens ne sont pas tous prêts. S'il vous plaît. Madame,
S'il vous plaît, il y a beaucoup d'autres personnes qui voudraient poser des questions. Il faut vraiment que chacun ait son temps de parole et qu'il ne soit pas toujours mobilisé par les mêmes personnes. Il y a 3 personnes qui attendent au fond depuis tout à l'heure. Moi, je voulais apporter une précision pour avoir participé à la table ronde à Fidji où toutes les îles du Pacifique étaient présentes. Et donc, on a pris le cas de chaque île. Et il était très clair que là où il n'y avait pas de producteur local en plastique, l'interdiction était, du jour au lendemain, ils interdisaient. Par contre, là où il y avait un producteur, il était clair qu'économiquement, il fallait adapter, il fallait que les entreprises aient le temps de s'adapter et on n'allait pas fermer l'entreprise comme ça. Donc, c'est juste pour vous dire que oui, il y en a qui ont interdit rapidement parce qu'il n'y a pas de producteur. Donc, la question économique, elle n'est pas... c'est une plus grosse problématique quand économiquement, il y a un acteur local qui en produit. Voilà. Merci Rose. On a une autre personne qui souhaitait intervenir juste derrière. Voilà, Bernard Crenier. Bien, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'échanges. Je vais sortir du mini-débat qui s'instaure pour parler de la consigne. On nous a parlé de la consigne, Madame Lambert, initiative en Polynésie, initiative à Wallis-et-Futuna. Oui. Ce serait peut-être bien aussi de présenter des choses un peu plus concrètes que d'en parler simplement, de faire un effet d'annonce. Merci Bernard. Je représente les Eaux du Mont d'Or et la GBNC. Je voudrais répondre au monsieur Richard. Et effectivement, c'est ce que l'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on a besoin aussi d'une vision claire pour changer nos unités de production. Ça ne se remplace pas comme ça, surtout sur des sites limités en surface bâtie. On est réglementé également là-dessus. Donc remplacer une ligne complète de production, ça ne se fait pas en un jour. Et ça ne se fait pas si y a toujours les importations ou d'autres productions de bouteilles PET, parce que c'est ce qu'aujourd'hui les consommateurs préfèrent dans la majorité, il faut se le rappeler, parce que le coût, parce que la légèreté du produit, etc. Et également parce qu'il y a des qualités au niveau de l'hygiène et des emballages boissons notamment, avec lesquels on peut pas tout faire, quoi. Voilà, donc très rapidement, je voulais juste indiquer que nous, on est très sensibilisés. Également, comme Vega, on a beaucoup d'actions sur le sujet, beaucoup de recherches et d'études pour réduire notamment nos emballages et travailler ensemble, évidemment, dans la démarche d'amélioration. Merci Elsa. Mais ça reprenait exactement ce que disait tout à l'heure Flavie sur cette conscience écologique que partagent finalement toutes les industries, mais que les choses prennent du temps. Oui, Flavie. Oui, juste effectivement, du coup, par les exemples et les questions et les réponses qui s'installent, on voit bien la question de comment on structure sur le fond, comment on accompagne, comment on incite et comment on met un cadre dans lequel tous on peut évoluer. En accompagnant l'existant. On peut pas effectivement... on peut toujours faire table rase, mais je suis pas sûre que ce soit la solution qui suscite le plus d'adhésion et qui n'a le moins d'impact dans les études après, dans la réalité. Donc cette question de structurer sur le fond le modèle, dans le temps, comment mettre en place des politiques structurantes qui vont accompagner et qui vont répondre aux exigences, surtout aux préoccupations qui sont partagées par tout le monde. C'est ça la vraie question derrière, parce qu'on le voit bien encore une fois, en tout cas chez les industriels, et je suis convaincue que c'est la même chose pour toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Il y a vraiment cette conscience écologique de préservation de l'environnement et de la biodiversité. Donc voilà, ne pas opposer, par pitié, je vous en supplie, l'économie et l'écologie, ce serait dommage parce que c'est vraiment comme ça qu'on perd la guerre, quoi. Merci Flavie. Juste pour réagir sur la question de la consigne, l'idée c'est pas de faire qu'en parler puisqu'on a dit qu'il y aura une journée technique et on a bien conscience qu'au-delà de solutions techniques, il y a peut-être des questions qui relèvent de notions de fiscalité pour voir comment effectivement on pose des équilibres. Mais si on ne se réunit pas, si on n'a pas des temps d'échange, des champs de travail, on ne bougera pas. Donc l'idée c'était de dire donc oui, il y a quelque chose qui existait, qui préexistait, qui a effectivement été abandonné pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles et louables. Il y a maintenant un souhait d'évolution et il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on échange et qu'on débatte
Et il faut se dire qu'on franchit des étapes et que peut-être que la politique des petits pas ne va pas assez rapidement. Mais je pense que vouloir faire des grands pas, on pourrait tomber et ça serait dommage. Et je pense que la Nouvelle-Calédonie est quand même très active et peut être fière quand même du chemin qu'elle parcourt. Elle a des difficultés parce que l'économie y est un peu particulièrement fragile, mais voilà, si on ne se met pas tous autour d'une table et qu'on ne se pose pas les questions, et donc la notion de fiscalité a sans doute sa place, donc il faudra qu'on construise les choses et qu'on se pose les bonnes questions. Je ne dis pas que du coup, à l'échelle de cette demi-journée, on aura trouvé toutes les réponses, mais j'espère qu'à minima, on aura fait le tour des questions et qu'on pourra ensuite construire des réunions et des approches complémentaires pour pouvoir trouver les réponses et trouver les solutions pour pouvoir continuer le chemin, parce que la volonté de la province sud, en tout cas, ou de la direction de l'environnement, c'est de pouvoir travailler en bonne intelligence avec le monde économique pour les accompagner vers cette nécessaire mutation, parce que cette mutation, elle est nécessaire, je l'ai dit, par rapport à des dimensions environnementales et écologistes, mais elle est aussi nécessaire par rapport à l'évolution des mentalités. Et ça serait, moi, je trouverais totalement frustrant que finalement nous n'ayons des solutions que par des systèmes d'importation et des choses externes et qu'on n'ait pas favorisé et développé le tissu local. Merci Karine. Oui, madame. Oui, dans la protection de l'environnement, c'est toujours les mêmes discours. Il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Et ça fait des années qu'on parle de concilier économie et environnement. Et dans notre monde associatif, nous avons des partenaires calédoniens et tahitiens. C'est vrai qu'on ne mesure pas à chaque fois la difficulté des entreprises. Aussi, je salue ce matin tout ce que vous venez de dire, nous sommes solidaires, parce que en tant que chef d'entreprise et devant tous ces changements, on ne mesure pas la menace qui pèse pour une entreprise sur la reconversion, par exemple, le risque de chômage, donc tout ça, et les équipements à changer, c'est vrai qu'on ne mesure pas parce que dans notre passion pour l'environnement, on est resté borné. Et donc, l'avantage de ce colloque, ça reflète tout cet intérêt et la volonté que vous venez d'afficher et d'exprimer. Donc, vous avez la volonté et aussi la capacité de suivre, en fait, de vous adapter à cette loi. Le contexte des trois territoires est différent. Vous vous adaptez en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Moi, je résumerai, je respecte la délégation officielle qui va se prononcer. On a un retour aux sources. Alors, des exemples concrets, par exemple, le sac cabas, le sac plastique, on l'a remplacé tout simplement avec des sacs en pandanus. Et pour vous dire que localement, on n'arrive plus à répondre à la demande. Depuis la CERD 2018 jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à satisfaire la demande. Tellement il y a une volonté de revenir aux méthodes ancestrales. Et le comité territorial des femmes, où je travaille également, ça nous arrange parce qu'on revient à l'authenticité, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire. Donc, ce qu'il faudrait qu'on retienne dans ce colloque, c'est qu'il ne faut pas détruire, il ne faut pas encourager un domaine, que ça ne soit pas au détriment des autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette d'accord autour d'une table et gérer chaque collectivité suivant ses particularités. Merci et je vous encourage. Et je pense que l'accompagnement financier, vous le méritez. Merci beaucoup. Une dernière question pour quelqu'un qui n'a pas encore eu de micro. Bon, merci de me donner la parole. Donc Delphine, Association Saint-Vincent-de-Paul. Je voulais souligner qu'il y avait une filière textile dont on ne parlait pas beaucoup. Il y a beaucoup de travail au niveau de la valorisation, le recyclage du tissu, du textile. Et donc, juste pour une aparté, donc l'association et d'autres associations font des sacs en tissu. On ne parle pas beaucoup du réemploi, du recyclage pour remplacer les sacs en plastique. Et du coup, on a fait une étude. On a constaté que les entreprises pouvaient jouer le jeu, enfin les grandes surfaces pouvaient jouer le jeu en reprenant nos sacs. Sauf que, bien sûr, le coût de production, il est quand même important. Et on sait aussi que la réponse pour les grandes distributions, ça serait d'acheter des sacs venant de Chine, donc en tissu à 150 francs, 100 francs. Je voulais savoir si on pouvait petit à petit
enrayer un peu ce phénomène et pouvoir laisser la place au développement local, d'initiatives intéressantes, associatives et autres pour diminuer ce procédé qui ne correspond pas forcément à ce qu'on veut faire au niveau de l'environnement. Donc voilà. Merci. Donc votre question, vous voulez savoir s'il y a un producteur local qui serait intéressé pour produire des sacs en tissu? Alors du coup, les associations, plusieurs, dont l'association que je représente, ont déjà des projets. Alors bien sûr, c'est en développement. On a déjà des... Bon, j'en ai amené un, mais c'est un comme tant d'autres. Ils sont tous uniques. Le truc, c'est que, vous voyez, un sac, il faut un peu de temps pour le fabriquer, ne serait-ce que pour le tri du tissu. Donc là, on répond donc à du réemploi, du recyclage, du réemploi. Mais le truc, c'est que ça demande un petit peu donc, de temps. Et il faut aussi changer la mentalité. C'est-à-dire que si on achète ce sac, c'est qu'on veut le réutiliser. Alors qu'un sac en tissu à 150 francs, est-ce que les gens ne vont pas le jeter, tout simplement? Est-ce qu'on va vraiment changer un petit peu aussi aider à ce que les gens aient un comportement un peu différent? Peut-être ce qu'on faisait il y a quelques années déjà en arrière, parce que j'ai connu cette période-là. Voilà, donc on peut aider toutes ces initiatives. Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires qui nous aident, mais je crois que la filière textile peut répondre à pas mal de choses sur le territoire. Et voilà, je voulais en parler. Merci. Merci beaucoup. J'ai malheureusement pas beaucoup de réponses à apporter. La seule chose que pour rebondir, c'est que, encore une fois, pour moi, l'acte de consommation, c'est un acte politique. C'est-à-dire que c'est vraiment à chacun de faire son choix. Il n'y a pas d'initiative qui est contre une autre. On a vu que la province Sud a fait un travail énorme d'appel à projets pour chercher des alternatives. Donc je reprends l'intervention de madame, parce qu'en Calédonie, il y a également une association très dynamique qui s'appelle Mokamana, qui fait également ce type de sac-là. Je loue votre initiative également. De toute manière, plus on aura de choses proposées dans le réemploi, plus on sera sur la bonne route. Pour moi, il n'y a pas d'antinomie entre les uns et les autres. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue à prêcher et à vulgariser pour que chacun trouve sa place et que, encore une fois, le marché trouve son équilibre, parce que c'est après cet équilibre-là qui fait foi. C'est le consommateur qui décide en disant je prends tel produit à tel prix pour telle attente. Et donc ça, il faut continuer à expliquer et continuer à avancer. Merci Gaëtan. Alors on prend 2 dernières interventions, c'est vraiment les 2 dernières parce qu'on va prendre un petit peu de retard. Et comme on a des visites cet après-midi, ça risque d'être problématique. Alors oui madame, on vous écoute. Bonjour. C'est pour un retour d'expérience, c'est une question. Je viens de vivre 3 ans au Vanuatu, sur l'île de Santo, et j'y étais au moment du passage de l'interdiction des sacs de sortie de caisse. Ça a été une belle révolution, même si Santo, on n'était pas très très nombreux. La population a trouvé comme alternative, à notre grand étonnement, le marché de Santo s'est vu inondé de filets. C'est-à-dire qu'effectivement, en quelques semaines, il n'y avait plus un sac plastique. À la place, il y avait des filets. Filets dont on ne savait absolument pas quoi faire, parce que moi, pour ma part, les sacs, au moins, je les réutilisais comme sacs poubelle. Les filets, absolument pas, ce sont des filets, ça passait au travers. Et très rapidement aussi sur Port-Vila. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de s'arracher les cheveux pour légiférer une seconde fois pour abandonner les filets. En se posant la question, est-ce qu'une autre alternative va être trouvée contre laquelle il faudra encore légiférer. Donc juste, voilà, un retour d'expérience comme quoi il peut y avoir des solutions qui sont trouvées qui ne correspondent pas forcément, qui ne répondent pas forcément aux attentes. Ensuite, une question. J'ai bien compris que prochainement, seuls les sacs cabas recyclables seront acceptés. Toutefois, je me permets un commentaire à la fois technique et réglementaire. Si on se réfère à la directive 94/62 sur les déchets d'emballage et l'amendement de 2004, ainsi qu'aux recommandations du Conseil national de l'emballage, un emballage est dit recyclable uniquement s'il est à la fois chimiquement, certes, mais s'il existe la filière de valorisation qu'il y a derrière. Alors, si on parle de valorisation matière, aujourd'hui, il n'existe pas
filière complète. Il y a quelques initiatives très ponctuelles, mais il n'y a pas une filière de valorisation qui existe. Si on parle de valorisation organique, dans ce cas-là, quid de la mise en place d'un composteur industriel? Autant que je sache, aujourd'hui, il n'en a pas. Et donc, dans ce cas-là, oui, tant mieux, allons-y, mais pour quand? Est-ce que du coup, ce n'est pas un peu anticipé de parler de sacs recyclables si la filière ou les filières, si on parle à la fois de valorisation matière et organique, n'existent pas encore? Merci. Alors, c'est Nina Gillieu qui va vous répondre. Là, Chane. Merci pour votre retour d'expérience sur le Vanuatu. C'est désolant d'entendre ça. C'est désolant d'entendre que effectivement la réglementation soit contournée et qu'un nouveau produit soit mis sur le marché qui est en plastique, du coup, je suppose. C'est pas du filet coton. Donc c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on nous le dit. Je crois pourtant on a eu beaucoup de concertations sur le sujet et ce problème-là n'a pas été évoqué. Sur la définition de recyclable, nous ne sommes pas soumis à la réglementation européenne et donc nous devons trouver nos propres définitions, entre guillemets. Donc dans la définition de recyclable telle que la loi le prévoit, cette notion de filière de valorisation n'est pas indiquée. Sur la valorisation matière, il en existe une, puisqu'il existe un composteur industriel, c'est la société OZD, qui a un composteur industriel, mais qui aujourd'hui doit, si on veut y intégrer des matières biosourcées, donc des sacs en plastique biosourcés, doit travailler sur tout un tas d'études pour que le produit qui sort in fine corresponde aux normes, puisque in fine de ce co-compost, on en fait des amendements organiques. Et sur le recyclage, il y a un procédé de recyclage et de valorisation du plastique, puisque cet après-midi, vous allez visiter l'entreprise de M. Lijard, qui est là, et qui propose ce type de valorisation. Il me semble qu'il y a un atelier aussi qui est consacré à la valorisation énergétique. Nous avons eu sur le territoire la visite du bateau Race for Water, qui proposait un espèce de process un petit peu innovant qui permet de valoriser d'un point de vue énergétique le plastique. Il faut vraiment étudier le cycle environnemental de ce procédé, le coût, s'il y a vraiment un intérêt derrière à mettre en place ce type de dispositif. Je suis d'accord avec les fausses bonnes idées. Soyons attentifs sur ce sujet-là. Merci Nina. Alors concernant la valorisation énergétique, effectivement, c'est un sujet que nous avons abordé hier avec l'expert de l'ADEME, dont on vous a diffusé l'interview qui a été réalisée sur Skype, et le sujet de la gazéification également, qui semble ne pas être encore tout à fait au point aujourd'hui sur le plan économique. Ça nécessite encore quelques études et un peu de temps. Concernant le compostage industriel, donc je vous invite, madame, à nous rejoindre demain, puisque ça sera le sujet qui sera abordé. Donc il y aura à nouveau une interview de Jean-Christophe Pouet sur le sujet, et puis derrière une table ronde avec les professionnels, dont la gérante de l'entreprise OZD. Nous avons une dernière question ici avec Cécile, et après je vous propose de passer à la pause et de nous retrouver ensuite sur le sujet des matériaux biosourcés. Bonjour. Alors moi, c'est pour l'instant une question pour Monsieur Robert. En fait, depuis le début et depuis très longtemps maintenant, le mot que j'ai toujours à la bouche, c'est pourquoi. Et vous, par exemple, pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'emballer dans des barquettes vos fruits et légumes? Alors, vous allez peut-être me dire, c'est parce que l'industriel le demande, parce que les consommateurs le demandent. Mais une des difficultés à laquelle on fait face, c'est le changement d'habitude. Et peut-être que si demain les consommateurs ne voient plus de fruits emballés, parce que ça ne sert à rien d'emballer de l'ananas qui a déjà une peau, ou d'emballer des bananes, même de les mettre dans des sacs. Peut-être que le consommateur va au début se dire « Ah, mais j'aimais bien quand c'était prédécoupé, quand c'était bien râpé. » Bon, si tous les agriculteurs ne font plus, disent « Non, j'ai pas envie de rajouter du plastique à mes fruits et légumes », peut-être que ça se fera plus. Et que du coup, il y aura des changements on va aussi se poser des questions, oui, c'était peut-être pas nécessaire, et des changements d'habitude. Et vous êtes peut-être un acteur. Juste d'autres questions. Alors, heureusement qu'on a parlé des déchets biosourcés. Nous, on se bat depuis toujours. C'était pareil pour les éco-cups. Personne ne sait. C'est écrit biodégradable, mais c'est biodégradable dans des conditions qu'on ne trouve quasiment nulle part.
Même en métropole, c'est encore difficile et on nous gave de sacs biodégradables qui finalement, c'est exactement la même chose. On a entendu ça que sera ça. le sujet qu'on va aborder juste après, Voilà. Cécile. Hein. Mais- Bisourcé n'est pas forcément biodégradable. Donc on ne va pas anticiper. Peut-être qu'on va déjà répondre sur le sujet des barquettes. Non, alors il y a une dernière question. Une fois que la loi sera entrée en vigueur, donc interdiction de sacs en plastique, etc., comment allez-vous mettre en place des contrôles? Parce qu'en métropole, c'est depuis longtemps que c'est interdit d'avoir des sacs en plastique, et pourtant il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Cécile. Alors, je vais essayer de répondre en partie à la question. Déjà, on n'emballe pas tous nos fruits et légumes. Une grande majorité est quand même vendue en vrac. Je prends l'exemple de la tomate, de la banane. Mais pour certaines raisons, effectivement, on emballe les produits pour des questions d'hygiène, de conservation. Clairement, un concombre emballé, enfin filmé, se conserve beaucoup mieux qu'un concombre qui ne l'est pas. Donc ensuite, clairement, on en revient à un critère économique, aussi bien pour le client final que l'intermédiaire. Donc ça peut être la grande surface, où les concombres vont durer un peu plus longtemps en rayon que s'ils ne sont pas emballés. Donc voilà, c'est aussi ce pourquoi on est obligé de passer par des emballages. Mais clairement, si demain, en accord avec nos clients, donc qui peuvent être les grossistes ou les supermarchés, on décide effectivement de ne plus les emballer, nous ça nous arrange parce que clairement c'est un coût pour nous, aussi bien sur les emballages que l'on achète, mais aussi sur le temps qu'on y passe pour les emballer. Parce que clairement on a des petites machines qui nous aident à les emballer, mais c'est en grande partie du manuel. Donc si demain on peut faire sans, nous on le fait très volontiers. En fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est la demande qui provoque l'offre ou est-ce que c'est l'offre qui va finir par provoquer la demande? Parce que si on ne propose plus de produits filmés, c'est ce que je comprends bien ce que vous voulez dire, les gens ils finiront par comprendre et par plus en demander. Et à s'adapter, c'est pas pour ça qu'ils achèteront moins de concombres. Enfin, c'est un petit peu... Oui, mais dans le cadre de la grande distribution, clairement, si on n'emballe pas, ils ne nous achètent pas les produits. Donc voilà, c'est surtout la grande distribution, c'est pas le consommateur. C'est le consommateur, clairement, je pense qu'il... Pour des raisons de facilité, c'est sûr que c'est facile de prendre une poche de tomates de 1 kg que d'acheter en vrac. Il y a des clients qui raisonnent comme ça, il y a des consommateurs qui raisonnent encore comme ça. Nous, on a une vente en direct le week-end chez nous. On a les deux, on propose les deux, de la poche et du vrac. Tout le monde ne s'oriente pas sur mais on le fait aussi pour une question. Il y a aussi une question de valorisation des produits. De la belle tomate, on peut la vendre en vrac. De la plus petite tomate, on la valorise sur de la poche. Mais si les clients voulaient que du vrac, ils prendraient que du vrac. On en revient au sujet de l'éducation et de la sensibilisation de la population. Karine, vous évoquez il y avait la dernière question sur la mise en œuvre. Alors donc la loi pays, elle met deux choses. Il y a une interdiction de mise à disposition. Donc ça, cette interdiction de mise à disposition, c'est suivi et réglementé par la DAE. C'est la DAE qui fera des opérations de contrôle classiquement comme elle fait aujourd'hui. Elle rajoutera la dimension plastique dans ses contrôles. Et ensuite, il y a une autre mesure qui est une mesure stop, qui est sur les importations des sacs plastiques biosourcés. Et là, c'est la douane. Et donc, juste, puisque ça, c'est quelque chose qui me revient, malgré le fait que je l'ai dit quand on m'a posé la question, et y compris écrit par mail, dans la mesure où il y a des choses qui relèvent de l'interdiction de mise à disposition. C'est quelque chose qui va donc concerner tant ce qui est importé que ce qui est fabriqué localement. Donc, il y a bien une égalité de traitement pour tous. Puisque quand c'est mis à disposition, on ne cherche pas à savoir d'où le produit vient, est-ce qu'il a été importé ou fabriqué localement. Donc il n'y a pas nécessité de clarifier et d'écrire dans le texte que ça concerne un produit importé ou un produit fabriqué localement, puisqu'on est sur une interdiction de mise à disposition. Donc la mise à disposition suivie par la DAE et les interdictions d'importation pour uniquement la dimension sac, ça sera suivi par la douane, puisqu'on est bien sur un texte de pays. Relèvement de l'activité de commerce. Merci Karine. Alors écoutez, je vais vous proposer qu'on termine ces échanges autour d'un café parce que le temps passe et qu'on a encore derrière une table ronde sur le sujet des plastiques. Merci à tous de votre forte implication sur ce sujet et de votre envie de faire bouger les choses. Je pense qu'il ne faut effectivement pas lâcher sur ce sujet. Merci beaucoup.